Bienvenue dans Archi Sympa, l'émission de Décodeur dans laquelle un architecte d'intérieur nous raconte un projet qu'il a mené du sol au plafond. Je m'appelle Hortense Leluc, je suis journaliste déco et avec mon invité, on va en savoir plus sur sa manière de travailler, son quotidien, ses conseils concrets sur un projet précis, ses bonnes adresses, bref, ses partis pris et son savoir-faire pour inspirer autant les pros que les fans de déco. On va parler choix des matériaux, sol, peinture, lumière, couleur, volume, aménagement, moodboard, budget et bien sûr idées déco. Archi Sympa est ma 5e émission. Décodeur est comme une chaîne de radio, disons, et je vous propose différents formats qui alternent toutes les semaines. Le portrait d'une personnalité du monde de la déco ou du design, le club avec une bande de chroniqueuses, stylé dans lequel une personnalité qui n'est pas du monde de la déco nous fait visiter sa maison, Ding Dong, 10 questions à un expert, et il y a aussi tous les épisodes spéciaux consacrés à des événements ou des tendances. Alors si ce podcast vous plaît, n'hésitez pas à vous abonner pour ne pas rater les prochains épisodes. On peut aussi se retrouver sur Instagram pour découvrir tout ça en images, pour partager les épisodes en story ou bien sûr échanger en MP. Allez, c'est parti! Bonjour à tous, aujourd'hui je suis avec Studio Castille, une agence d'architecture qui est basée à Paris et à Lyon et qui propose un accompagnement complet de la conception à la réalisation des projets. Leur signature, et c'est ce que j'ai aimé chez elles, c'est de créer des lieux et des décors de la vraie vie. Pensés pour sublimer mais aussi pour durer et s'adapter évidemment au quotidien de leurs clients. On va parler de leur projet petit, non pas qu'il soit petit parce que c'est un appartement de 107 mètres carrés. Petit, c'est sûrement le nom de la rue, c'est comme ça souvent que sont nommés les projets chez les archis, et qui est une VEFA. Une VEFA, c'est une vente en l'état futur d'achèvement. En gros, c'est un contrat par lequel on achète un bien immobilier à construire ou en cours de construction. Leur mission était donc, vous imaginez bien, de transformer un espace complètement neuf en un lieu chaleureux. Elles vont nous raconter, mais juste avant, je voulais vous dire que nous enregistrons dans un hôtel qui vient d'ouvrir il y a 4 mois, qui est très sympa. Nous sommes à l'hôtel Prince de Conti, qui est une nouvelle adresse à Saint-Germain-des-Prés. C'est un boutique hôtel, comme on dit, qui se vit comme un petit théâtre. C'est vraiment, c'est une ambiance qui est trop sympa. C'est Eric Allard, qui est architecte d'intérieur, qui est décorateur, mais qui est aussi designer et antiquaire, qui a imaginé un décor inspiré du 17e. Donc c'est classique, un peu baroque, mais c'est revisité avec beaucoup de fantaisie. C'est un hôtel du groupe Paris Story. C'est une histoire de famille, Paris Story, depuis 25 ans, qui est portée par 2 sœurs, Alexandra et Julie Marang. J'avais déjà enregistré au Grand Powers et je les remercie de nouveau pour leur accueil aujourd'hui à l'hôtel de Conti. Allez, je vous ai même pas dit bonjour. Bonjour Mathilde, bonjour France. Bonjour Hortense. Bonjour Hortense. Et pas bonjour Castille. Puisque donc vous êtes d'où ça vient ce nom Studio Castille, tiens. Alors justement, on n'a jamais réussi à trouver l'histoire. En fait, c'est juste une consonance qui nous plaisait. On voulait studio pour la partie créative et Castille, honnêtement, juste parce que ça sonnait bien. Donc, en toute simplicité, on adore ce nom, tout simplement. Oui, c'est joli. Est-ce que c'était la première fois, moi en tout cas c'est la première fois que j'interviewe quelqu'un qui est parti de rien, là, qui avait fait une VEFA. Vous, c'était la première fois que vous aviez ce genre de projet ? C'était en effet la première fois, la première demande de ce type. Après, par la suite, il y en a eu beaucoup plus, mais c'est vrai que c'était notre premier vrai projet VEFA. From scratch, comme on dit. Alors, quels sont les avantages et les inconvénients de ce type de bien ? Alors, pour le coup, Pour un archi, de votre regard à vous, hein. Voilà, alors pour le coup, l'avantage c'est que c'est une page blanche, donc là on peut faire vraiment ce qu'on veut au niveau couleur, style, matériaux. Et l'inconvénient c'est peut-être parce que justement il n'y a pas vraiment de style prédéfini au début, il n'y a pas, on va dire, le charme de l'ancien. Et donc là, c'est quelque chose avec lequel il a fallu composer pour vraiment créer une identité pour ce projet-là. Mais est-ce qu'il y a moi je ne connais pas du tout, est-ce qu'il y a juste les 4 murs ? Ou est-ce qu'il y a quand même déjà un plan d'appartement et ça, c'est à vous de le construire ou c'est à vous de le construire ?
Non, en fait, il y a déjà un plan qui est établi par le promoteur. On peut intervenir pour modifier le plan, mais très succinctement. Mais sinon, tout le plan de cloisonnement, le plan électrique et parfois même les revêtements de sol sont figés par le promoteur. Ouais, ok. Si je peux juste compléter, effectivement, après, ça dépend des programmes immobiliers. En fait, il y a des programmes, où nous, quelquefois, les clients nous contactent vraiment très en amont. Donc en arrivant en amont, et on peut encore faire des modifications sur le plan, c'est ce qui s'appelle TMA, Travaux Modificatifs Acquéreurs. Et donc là, on a une certaine flexibilité pour encore bouger des cloisons parce que le bâtiment n'est pas encore construit. Et après, il y a d'autres projets où quelquefois, le projet promoteur est beaucoup plus avancé, ce qui était d'ailleurs le cas de ce projet petit. Donc les plans étaient déjà figés et déjà construits. Donc là, nous, on a eu la chance pour le coup, pour ce projet-là, de découvrir l'appartement où quand nous, on a commencé à intervenir sur le projet, les murs étaient déjà construits en fait. Les cloisons intérieures du bâtiment, en tout cas du logement, étaient déjà construits. Ouais, ok. Si les clients nous contactent très en amont, on a encore, nous, une flexibilité côté archi pour modifier certaines cloisons. Et comme ça, après, l'architecte en charge du bâtiment, du coup, l'intègre donc, dans les plans de construction et les plans techniques. Mais en tout cas, pour ce projet-là, le projet petit, les cloisons étaient déjà montées. Et donc, on a vraiment visité l'appartement vraiment au démarrage, nous, de notre intervention. Et alors, est-ce que vos clients, quel était le profil des clients et est-ce qu'ils savaient déjà ce qu'ils voulaient ? Ça, c'est une question pour moi. Du coup, le profil... En fait, les clients ne voulaient pas du tout, à la base, acheter ce type-là d'appartement, en fait. Les clients habitaient dans un appartement haussmannien assez classique, avec, pour le coup, des moulures, des cheminées, parquet ancien. Et la cliente recherchait, en fait, exactement le même type de bien, mais un peu plus grand, parce que c'est un appartement, c'est une famille, et donc il fallait juste plus de place. Et donc un appartement neuf, c'était pas du tout dans le cahier des charges de base. Et en fait, elle a eu un coup de cœur pour cet appartement, qui est donc au 5e étage, avec une grande terrasse, une magnifique vue sur Montmartre aussi. Et elle a dû aussi du coup faire le deuil des moulures, du charme de l'ancien, de tous les codes de l'ancien. Et donc et c'est pour ça qu'elle est passée par une agence d'archi, donc en tout cas par Studio Cassis, pour justement l'aider à redonner du caractère en fait à cette coquille vide qu'elle allait acheter. Oui, quel était le brief ? Ils avaient un brief précis ? Clairement, là, c'était vraiment redonner du caractère. Et en fait, plutôt que de faire du fake et de mettre des moulures qui n'auraient pas du tout eu de sens, mais en fait, la cliente a dit dès le début, ça je m'en souviens très bien, elle a dit on ose, on va être audacieux, on va oser la couleur et on y va. Et en fait, il ne faut pas qu'il y ait un seul mur blanc. Et je pense que pour le coup, il n'y a pas de mur blanc. Et même quand les murs sont clairs, c'est en fait un faux blanc. Et pour le coup, la couleur, papier peint, peinture, tout ça, ça a été complètement dans le brief du début. Ouais. Alors, vous, comment vous êtes approprié ce lieu ? Comment vous avez travaillé ? Est-ce que vous avez une méthode précise et quelles sont les différentes étapes ? Comment vous leur avez proposé le projet ? Est-ce que vous avez fait des mood boards, etc. Comment ça s'est passé, tout ça ? Et en fait, un peu comme pour tous nos clients, même quand c'est des projets qui sont en rénovation sur de l'ancien, on commence déjà par un point en visio avec le client. Donc là, en effet, en plus, la contrainte était qu'on ne pouvait pas aller sur place tout de suite parce que la construction était en cours. Donc du coup, on a travaillé sur plan pour faire ce qu'on appelle une étude de faisabilité. Donc par rapport au plan du promoteur, voir ce qui était optimisable aussi par rapport au cahier des charges du client. Donc voir si on pouvait bouger, modifier des cloisons pour intégrer une cuisine un petit peu plus grande. Travailler aussi sur les différents emplacements de leur mobilier, donc, parce qu'il y avait des pièces qu'ils avaient déjà et qu'il fallait replacer en plan, voir comment s'articulent les circulations, l'agencement et aussi surtout l'optimisation du rangement qui était vraiment une priorité pour les clients, donc avec les placards, les bibliothèques, toute la menuiserie en fait sur mesure. Et donc, en fait, cette étude de faisabilité, en général, on propose deux versions de plans, deux solutions possibles. Donc, soit une version qui est ce qu'on appelle la version du bon élève, donc qui va un peu dans le sens du client et on confirme que ce qu'il a en tête est cohérent. Évidemment, on y met toujours un peu notre patte. Et après, il y a souvent une version qui a une prise de position plus forte de notre part, si le client nous laisse évidemment le challenger là-dessus. Et en fait, là, on va faire une proposition qui répond à son cahier des charges, à ses objectifs, mais peut-être un petit peu plus audacieuse. Et donc, en général, on lui présente les deux versions et ça finit toujours avec un mix des deux. Donc, voilà.
Donc voilà, donc cette étape, elle est hyper importante parce qu'elle permet vraiment de stabiliser le plan du projet. Voilà, d'avoir le zoning qui va dormir dans telle chambre, où est-ce qu'on positionnera le lit, le dressing. Et puis une fois que le client nous a fait son retour, on stabilise le plan, donc voilà, qui est le point de départ vraiment de notre deuxième étape d'accompagnement. Et cet accompagnement-là, c'est ce qu'on appelle, nous, la phase de conception. Et donc, c'est là où on commence à vraiment rentrer dans les ambiances, à travers les images d'inspiration que le client nous envoie, nous, ce qu'on y aussi imagine entre la lumière, les matériaux. Et du coup, on fait des propositions de matériaux, de choix de finition. Et notamment, on détaille pas mal tout ce qui est pièces d'eau et menuiserie, agencement sur mesure, pour vraiment à la fois pouvoir projeter le client via des visuels 3D et aussi, du coup, avoir toutes les informations pour que derrière, les artisans puissent réaliser les meubles, positionner le lave-vaisselle au bon endroit, éviter que la porte ne bute contre l'îlot quand le lave-vaisselle s'ouvre. Voilà, donc il y a des choses un peu techniques aussi à anticiper et tout le choix aussi derrière de ce que nous on appelle les fournitures en fait qui vont composer le projet. Oui, c'est-à-dire là, jusqu'à la déco ou la fourniture, par exemple, les fournitures, c'est les façades, les luminaires. Ouais, dans un premier temps, on est vraiment sur les fournitures sur les matériaux qui vont être mis en place par l'artisan, et après on choisit aussi les luminaires, le mobilier. Les luminaires parce que en fait ça fait partie, c'est hyper important, ça fait partie intégrante du projet. Un client typiquement là qui sort d'un appartement haussmannien où il a 25 suspensions et nous on propose un plan électrique parce que la structure fait qu'on peut pas saigner les plafonds avec que des appliques et des lampes à poser. Donc voilà, au bout d'une applique choisie, ça va, mais quand il faut en choisir 10, en général, on vient aussi à la rescousse sur ce type de propositions et d'accompagnement. Et alors, c'est une phase qui dure combien de temps? Ou celle-ci, en tout cas, elle a duré combien de temps? Il y a eu beaucoup d'allers-retours avec vos clients? Vous étiez vite d'accord ou pas forcément? Cette phase-là, du coup, nous, on dissocie comme le disait Mathilde, en étude de faisabilité et phase de conception. Donc, voilà, comme Mathilde le disait, l'étude de faisabilité, ça permet de poser les bases. Et après, il y a donc cette phase de conception. Et c'est vrai qu'il y a vraiment plusieurs rendez-vous. Et donc, pour répondre à votre question, ça a duré à peu près 3 mois. Vraiment, entre le point de départ, mais c'est un projet, c'est un millefeuille. Il y a tellement de paramètres qui rentrent en ligne de compte. Et honnêtement, même avec la meilleure volonté du monde, on n'y arrive pas à faire le bon projet en one shot. C'est impossible. Donc c'est pour ça qu'il y a il y a plusieurs échanges avec les clients, on traite différentes thématiques. Mais voilà, pour vous donner un ordre d'idée, là je pense qu'en tout et pour tout, on est à peu près entre faisabilité et conception sur à peu près 8 rendez-vous ensemble avec le client pour tester différentes configurations, quitte à faire des allers-retours, hein. Revenir en arrière, on teste, on essaye, mais vraiment c'est pour bien accorder tous les paramètres. Et c'est quel type de paramètres justement? Vous pouvez nous donner des détails? Les paramètres, alors il y en a plein. Du coup, il y a la partie esthétique. Donc là, est-ce que ça plaît pas au client? Est-ce que c'est pertinent, pas pertinent d'un point de vue visuel? Il y a la partie bien évidemment technique. Concrètement, est-ce que le lave-vaisselle s'évacue? Oui ou non? Généralement, ça c'est des décisions qui sont plus simples à prendre et à argumenter. Il y a bien évidemment le volet fonctionnel aussi, et aussi la partie du budget qui rentre en ligne de compte, parce qu'on n'a jamais eu un client qui a eu un budget illimité. Et je pense que même, d'ailleurs, ce serait même pas drôle, pour le coup, parce que c'est toutes ces contraintes qui font qu'on arrive à bien paramétrer le projet. Donc ça, c'est vraiment les grandes lignes. Et après, il y a des clients qui se laissent plus ou moins porter, et puis il y a des clients qui changent plus ou moins d'avis. Donc on teste, c'est tous ces petits curseurs pour bien équilibrer le projet. Et là, le budget, comment justement il était par rapport à leurs demandes? Là, honnêtement, le budget il était plutôt confortable. On a pu jongler, mais après, c'est en bonne intelligence aussi. Donc, là, pour le coup, pour les clients, la cuisine, parce que comme c'est un appartement ouvert, on rentrait aussi, pas totalement directement sur la cuisine, mais la cuisine, on la voyait assez rapidement quand on rentrait. Donc, la cliente voulait vraiment une belle cuisine. Donc là, il a fallu aussi mettre le budget dans cette partie-là, notamment avec un beau plan de travail. Après, ça a été équilibré sur différents postes, mais... Et le budget était cohérent. Le budget, parce que je sais que c'est un vrai sujet. Alors nous, pour tenir le budget, en fait, on anticipe beaucoup de choses. En fait, il y a beaucoup d'anticipation dans notre métier. Et en fait, on va bien chiffrer dès le début, quitte à chiffrer un peu plus dès le début.
On va vraiment anticiper. On sait que on va pas chiffrer un carrelage à 30 € le mètre carré. Enfin, voilà, on va vraiment, même au niveau des fournitures, au niveau de la main-d'œuvre, on va déjà essayer de bien calibrer les choses pour qu'après, le client soit plus confortable, en tout cas pour que le client puisse faire des choix et pas lui dire « Ah bah, si vous voulez rajouter ça, en fait, il faut encore rajouter du budget et encore du budget. Oui, ça peut être sympa de rajouter une arche, mais c'est encore plus cher. » Et là, c'est en termes d'expérience client, c'est pas top. Donc, oui, et puis on intègre nos artisans aussi dès le début, ce qui permet de les intégrer au projet et qui ne découvrent pas le jour du démarrage du chantier qu'il y a un placard ou une bibliothèque sur mesure avec plein de modés nature. Tout ça est anticipé et du coup, il n'y a pas de mauvaise surprise pendant le chantier. Oui, et ce sont toujours les mêmes artisans? Comment vous travaillez avec une équipe, j'imagine? Vous constituez une équipe en début de chantier? Exactement, tout à fait. En fait, on travaille essentiellement avec des entreprises tout corps d'État. On a 5 entreprises partenaires et en fait, elles peuvent intégrer tous les lots, ce qui permettait aussi dans ce projet, si même on n'a par exemple pas fait l'électricité complète puisqu'elle a été faite par le promoteur, mais on a dû modifier des prises, l'emplacement de certaines prises, donc ça permettait d'avoir un électricien sous le coude et le menuisier en parallèle pour monter la bibliothèque et pouvoir poser la lampe dans la bibliothèque. Oui, parce que pour le coup, même si c'est un logement neuf, en fait, tous les corps de métier interviennent. Il y a eu même la peinture, tout ça, le papier peint, la menuiserie. Donc, il y a tous ces petits détails qui sont importants. Et c'est pour ça que le fait de nous travailler avec des entreprises tout corps d'État, ça permet d'avoir vraiment une logistique qui soit beaucoup mieux maîtrisée parce qu'il y a effectivement tenir le budget, comme vous le disiez, mais il y a aussi tenir le délai derrière. Et donc, cette coordination avec tous les corps de métier est mieux maîtrisée quand c'est une entreprise où tous les artisans font partie de la même entreprise. Oui, combien de temps a duré alors ce chantier? Ce chantier, il a duré 3 mois et demi, donc ce qui est assez court en fait dans la moyenne de nos chantiers. Mais en fait, il y avait déjà pas mal de choses à faire, mais le gros œuvre en tant que tel était déjà fait. Enfin, on avait l'électricité, les réseaux de plomberie qui étaient passés, les radiateurs qui étaient installés. Donc c'était beaucoup de menuiserie. Et en fait, ça prend quand même du temps, parce que 3 mois et demi, ça paraît quand même aussi assez long, parce qu'on était vraiment sur les lots de finition. Et donc, en fait, sur un chantier, c'est les lots de finition qui prennent évidemment le plus de temps. Qu'est-ce que vous appelez le lot de finition? Les menuiseries, la pose d'une cuisine, par exemple, il faut bien anticiper aussi. Il y a tout un ordre, hein. On pose les caissons, puis les façades, puis les poignées, puis ensuite on fait passer le maîtreur pour le plan de travail sur mesure. Donc voilà, si les façades ne sont pas posées, si elles n'ont pas été réceptionnées en amont, le maîtreur ne peut pas passer. Et après, il y a le façonnage de la pierre qui prend 5 à 6 semaines quand même à chaque fois. Donc, et puis après, il faut trouver toujours le créneau où l'artisan est disponible pour pouvoir venir poser. Donc c'est une coordination derrière où en fait les chantiers, souvent les choses se font assez rapidement, mais il y a vraiment tout cet objectif de coordonner et que les différents lots et que l'électricien, une fois qu'il a terminé, on puisse directement enchaîner avec la menuiserie, la peinture. Voilà. Donc c'est hyper important de bien prévoir en amont le planning. Et s'il y a un trou dans le planning parce que l'électricien est malade, c'est peut-être renforcer avec la plomberie parce que ça n'a pas d'impact, on peut continuer à avancer et tout le monde ne s'arrête pas parce que l'électricien est malade. Et vous êtes 2, vous avez la même casquette ou vous vous complétez dans le suivi de chantier par exemple ou dans les étapes précédentes? Vous faites les mêmes tâches ou pas? Alors oui et non. Ouais, c'est vrai qu'en termes d'organisation, parce qu'effectivement, on ne l'a pas encore précisé, mais on n'est pas que toutes les deux. La Studio Cassis, aujourd'hui, c'est 10 personnes, donc basées à Paris et à Lyon. Et en fait, donc ça s'est fait petit à petit. D'ailleurs, on va fêter nos 10 ans cette année. Donc on a commencé pour le coup toutes les deux. Donc on faisait tout, on était en multitâche. Et après, on s'est dit on est passionné par notre métier et on adore ça. Mais au fur et à mesure, en ayant plus de projets, on se dit on ne peut pas non plus être partout à la fois, parce que sinon, la qualité de travail, c'est pas à la hauteur de ce qu'on souhaite. Donc aujourd'hui, on a donc une équipe aussi d'architectes d'intérieur qui aussi sont donc des chefs de projet. Donc c'est vrai que du coup aujourd'hui, Mathilde et moi, on a une vision plus globale de l'agence. Donc ça s'est fait vraiment petit à petit. Et donc en ayant une vision plus globale de l'agence, ça nous permet de savoir ce qui se passe aussi à chaque fois sur tous les projets, bien évidemment. Et pour répondre à votre question, il y a 2 volets en fait. On gère à la fois la stratégie du projet, donc vraiment les intentions du client, son cahier des charges. Donc ça, c'est vraiment nous qui. Et après toute la direction artistique
pour avoir aussi un fil conducteur et une harmonie dans nos projets. Et puis, avec le recul et l'expérience, aujourd'hui, ça nous permet aussi de proposer des choses qui, on sait, fonctionnent et de ne pas proposer d'autres choses qui, on sait, ne fonctionnera pas. Parce que c'est vrai qu'on a des fois des clients qui ont des idées arrêtées et qui veulent absolument un îlot, alors que la pièce est beaucoup trop petite. Donc, c'est quelle alternative on peut proposer à un îlot, par exemple, pour qu'on puisse répondre à ses envies sans qu'il ait de regrets derrière, parce qu'on sait que ça sera le cas. Ouais. Alors, on en revient à l'appart. Avant de vous lancer, est-ce que vous appréhendiez quelque chose ? Est-ce qu'il y avait une difficulté majeure, quelque chose à signaler Est-ce qu'il y a un challenge Il n'y avait pas de challenge particulier. Et au contraire, pour le coup, le bâtiment qui a été construit, donc, il était aussi très qualitatif d'un point de vue environnemental. Donc ça, c'était aussi très intéressant parce que je crois que c'est un bâtiment bas carbone. Il était aussi HQE. Donc déjà, il y avait des belles prestations de base en fait, pour du logement neuf, ce qui n'est malheureusement pas toujours le cas. Et même, il y avait le revêtement de plafond qui est en bois en fait, à l'intérieur même du logement. Donc c'était vraiment un logement qui était déjà qualitatif à la base. Les clients étaient super sympas déjà de base aussi, donc ça c'est plutôt cool pour commencer. Il y a eu un bon échange, donc finalement avant de commencer le projet, il y avait déjà pas mal de choses qui étaient positives, donc on a été de façon assez spontanée, professionnelle et spontanée aussi bien évidemment, mais du coup il n'y avait pas de crainte particulière avant de commencer le projet. Ouais. Si, après, il y a eu le délai de livraison du promoteur qui a quand même été décalé, ce qui pour nous était vraiment une première. Alors déjà que c'était la première fois qu'on travaillait sur une VFA, et en plus, nous, c'est vrai que quand on travaille pour de la rénovation sur de l'ancien, on sait quand les clients auront les clés et quand est-ce qu'on pourra démarrer le chantier. Donc voilà, il n'y a pas de décalage. Là, on était quand même si ça décale de une semaine, 10 jours. Là, on était quand même sur un décalage de chantier de 3 mois. Donc, en fait, on prépare les équipes, on fait le planning et d'un coup, ah bah non, en fait, on a un retard de livraison de l'appartement. Donc, on ne pourra pas commencer avant le mois de septembre et nous, on pensait démarrer au mois de juin. Donc, Alors, on va déambuler peut-être dans l'appartement et vous allez nous dire à chaque fois ce que vous avez fait. Quand on rentre, sur quoi on tombe ? Qu'est-ce que vous avez créé ? Il y a une entrée ? Tout à fait. Du coup, quand on rentre, on passe une première entrée, mais qui est pas gigantesque. Mais après, tout de suite, en fait, on arrive sur la pièce de vie. Et donc voilà, donc là, juste en face, justement, ça a été une des réflexions du projet, c'est quand on rentre, qu'est-ce qu'on voit. Donc ce qui est cool, c'est que la cuisine, elle est un tout petit peu sur la gauche, même si c'est une pièce très ouverte. Et en fait, c'est pour ça que là, je reviens donc c'est la salle à manger, qui est du coup la première pièce sur laquelle on tombe. Et ça a été traité, que quand on rentre, justement, il y a une banquette, en fait, qui est en face, avec justement un petit dosseret qui permettait aussi de poser des objets déco pour, et volontairement, la table a été mise plutôt le long d'une banquette pour dégager l'espace, parce que vraiment pour pas que la table de salle à manger fasse un obstacle en fait au milieu de la pièce. Et donc il n'y a pas d'entrée avec un petit meuble de rangement et tout ça En fait, il y a une entrée, mais elle est pas très grande. En fait, c'est vraiment un lieu de passage. En fait, finalement, l'intérêt, c'est d'arriver assez rapidement dans la pièce principale. Ouais, voilà. Donc j'ai rien raté. Ok. Et donc dans cette pièce principale, en gros, j'ai l'impression qu'il y a 3 espaces. C'est ça. Il y a la cuisine, la salle à manger et le salon. C'était une volonté. Ils voulaient une cuisine ouverte, par exemple. Oui, ça a été une volonté de leur part. Et puis, c'était le plan qui avait été validé aussi avec le promoteur. Le salon, il a une forme un peu particulière parce qu'il a 3 grandes baies vitrées qui sont orientées donc, sur une énorme terrasse. Donc ça, c'est hyper chouette parce que c'est quand même le gros point positif de cet appartement. Et la forme de la pièce est un peu en L. Donc, dans le bout du L, on a mis le salon pour avoir une pièce un peu plus en retrait, un peu plus calme et du coup dans la pièce un peu plus vaste ouverte sur la cuisine, on a installé la salle à manger. Donc ce qui permettait d'avoir une connexion entre ces 2 espaces et en même temps si quelqu'un est au salon en train de bouquiner, il n'est pas dérangé par les va-et-vient entre la table de salle à manger et la cuisine. Et comment vous avez délimité les espaces par la couleur ? Alors Oui, il y a eu la couleur, mais si je reviens du coup juste sur la cuisine aussi, parce que justement avec ces grandes baies vitrées là dont parlait Mathilde, en fait, qui sont très agréables, la cliente aussi, quand on a articulé la cuisine, donc voilà, la cuisine était positionnée là par le promoteur, mais nous quand on l'a redessinée, on est revenu en fait, si vous voulez, rajouter une
couche complémentaire par-dessus avec la partie vraiment volet archi d'intérieur. Et il y avait aussi une volonté de la cliente, c'était vraiment de cuisiner face aux baies vitrées en fait, en regardant l'extérieur et notamment donc la terrasse. Et donc c'est pour ça qu'il y a eu cet îlot qui est revenu en fait en retour. Et là du coup ça délimite les espaces donc d'un point de vue on va dire volumétrique. La salle à manger, elle était en zone centrale. Donc dans la pièce de vie, c'est plus les éléments, les volumes qui ont délimité les espaces. Et après, dans les autres pièces aussi, on a vraiment joué sur la couleur aussi, bien évidemment. Et on a dans la cuisine aussi volontairement fait un décroché de faux plafond en arrondi, donc déjà pour intégrer des spots et l'éclairage, et ce qui permettait aussi visuellement, en travaillant une double hauteur de plafond, de pouvoir délimiter bien l'espace de cuisine avec un arrondi en fait dans le plafond. Ça veut dire quoi un décroché de Un double décroché, plafond? c'est-à-dire que le plafond est plus bas sur la zone de cuisine que sur le reste des espaces. Ok. Et alors on peut aussi détailler la cuisine, il y a beaucoup de choses à dire. Il y a un sol qui est différent aussi, c'est important ça de délimiter par le sol, ou c'est pour une question de propreté, il faut... vous vouliez pas mettre c'est du parquet sinon sur le reste de la pièce? C'est ça, en fait, il y a donc dans cette pièce de vie, il y a les deux, il y a au niveau de sol, il y a le parquet et le carrelage. En fait, pour le coup, là, le carrelage a été posé par le promoteur. Donc ça, c'était quelque chose qui était figé, sur lequel on n'a pas pu intervenir. Et donc nous, on a justement essayé et pour le coup, les clients voulaient une grande cuisine familiale parce que c'est une famille avec 2 enfants. Ils passent beaucoup de temps dans cette pièce-là. Et donc il a fallu aussi donc composer avec cette contrainte qui était figée pour vraiment venir dérouler la cuisine. Donc ce sol était aussi le carrelage existant, le nouveau carrelage, on va dire, était une contrainte à prendre en compte. Et il n'était pas trop moche? Non, ça va, on s'en est bien sorti. Oui, c'est vrai que le choix des matériaux sont souvent très restreints. Mais pour le coup, là, on a réussi à s'en sortir avec le choix catalogue, que ce soit pour le parquet et pour le carrelage de la cuisine. Ouais. Et donc, il y a un îlot, mais qui est un îlot qui est quand même, je ne sais pas comment on dit, pardon, collé. Semi-îlot. Semi-îlot, voilà. Même nous, on ne sait pas exactement comment appeler ça, en fait. En fait, ça fait comme un bar. bar. Ouais, oui, c'est bar, ça. Ouais. Ouais. Et ça, c'était une volonté. Si vous pouvez nous le décrire, les matériaux et tout, parce qu'il est très beau en plus. En fait, alors la base de la cuisine, c'était de travailler une cuisine en bois avec des façades en chêne plissé, donc en fait qui ont du relief, toujours dans cette volonté de créer un effet de matière et d'apporter quelque chose d'un peu plus chaleureux et casser les codes de l'appartement neuf. Et donc, du coup, on a travaillé avec ce bois qui est un chêne un peu foncé, un peu fumé. Et le plan de travail, là, on est parti sur de la céramique blanche parce que les clients voulaient pour le coup quelque chose d'intemporel, facile d'entretien. Et par contre, on a travaillé une crédence en zélige pour apporter un peu de relief aussi. Donc, le zélige, c'est vraiment les carreaux fabriqués au Maroc, peints de façon émaillée. Et là, du coup, c'est vraiment... Donc, il n'y a aucun carreau qui est identique à l'autre. Et c'est de pouvoir travailler sur des jeux de couleurs, de matières, tout en étant assez neutre. Enfin, on est sur du bois, du blanc, du beige. Ce qui a permis aussi d'intégrer plus facilement le sol. Et l'îlot, c'est pas de la céramique, si? Aussi, ouais. D'accord, ok. Et il y a un petit, alors là pour le coup, est-ce qu'on dit un petit décroché, où on peut bien mettre ses jambes? Ouais. Moi je suis très sensible à ça parce que je trouve parfois l'îlot est assez brut et en fait on a le tabouret qui bute et en fait on n'a pas la table qui revient vers nous. Vous voyez ce que je veux dire? Vous avez pensé à faire autrement? Oui, là, c'était déjà pour pouvoir mettre ses jambes quand on est assis et surtout pour ne pas gêner la circulation et avoir les tabourets qui traînent derrière l'îlot. Donc oui, ça a été une volonté de notre part, en tout cas, de prendre en compte du coup cette profondeur d'îlot assez confortable, ce qui permet aussi que quand on cuisine, on a aussi un peu plus de recul et on n'a pas la planche à découper quand quelqu'un est assis, par exemple, juste sous ses yeux, quoi. Et au fond, il n'y a pas de rangement haut, vous avez mis 2 grandes étagères, donc on est plutôt dans de l'exposition. Ça, c'était quelque chose qui était voulu, que vous avez
proposer? Parce que en fait, on n'en voit pas tant que ça. J'ai l'impression que les gens n'osent pas trop exposer finalement Enfin, on le voit dans les magazines déco, mais dans la réalité, il y a encore beaucoup de meubles hauts, non? Alors, nous, on fait un peu la chasse aux meubles hauts, donc à l'agence. En tout cas, si on en a, on essaie de les cacher. Non, mais je comprends parce que c'est ma stock, en fait, un meuble haut, et c'est plus joli d'avoir des étagères. Mais finalement, on se dit qu'on peut avoir l'huile quand on cuisine. Est-ce que en vrai, ça salit d'avoir des étagères ou pas? Pour le coup, là, on a vraiment réfléchi à la quantité de rangement nécessaire pour les clients, en fait. Donc voilà, c'est vrai que en rangement bas, voilà, on était assez large, et il y a aussi des colonnes qui permettent d'avoir tout le rangement nécessaire pour justement pouvoir avoir le luxe de se débarrasser de ces rangements hauts qui donnent une connotation. Bon, on voit bien qu'il y a une cuisine dans cet espace de vie, bien évidemment, mais justement, comme tout est ouvert, il faut composer avec l'aspect fonctionnel, voilà, avoir tout ce qui est nécessaire dans une cuisine, mais aussi l'aspect esthétique, justement. Et cette étagère-là, dès le début, on a réussi, voilà, en tout cas, on a proposé à la cliente, on a réussi à la maintenir jusqu'au bout du projet vraiment en réfléchissant tout simplement au fait que tout le rangement nécessaire, en fait, soit dans les placards fermés, tout ce qui est qui fait partie du quotidien, pour pouvoir justement avoir ces étagères qui soient vraiment beaucoup plus décoratives. Et c'est pour ça que ça s'anticipe, en fait. Donc pendant la phase de conception, c'est vraiment là où, en fait, on va même compter avec les clients ce qu'ils ont comme casserole, où est-ce qu'on met les couverts, les provisions. Et c'est hyper important de pouvoir anticiper parce que c'est pas le moment sur le chantier de se dire « Tiens, je pense que j'ai pas assez de rangement, je vais rajouter des caissons hauts. » Alors, ça peut être très joli d'avoir des caissons hauts, mais s'ils sont pas intégrés et qu'ils sont juste posés là, c'est un échec complet. Carrément, c'est un échec. Et dans la salle à manger, vous avez fait une banquette. On en voit de plus en plus. Quels sont les avantages d'une banquette? Parce qu'en fait, ça fiche quand même aussi la table. Du coup, on peut plus trop... S'ils veulent changer d'avis dans 2 ans, ils pourront pas moduler, mettre leur coin salle à manger à la place du salon, etc. Là, pour le coup, la banquette, c'est aussi un gain de place. Donc, ça permettait vraiment de dégager d'une superficie en zone centrale pour avoir la banquette sur le côté. Et après, il y a aussi un paramètre qui est rentré en ligne de compte, c'est quand on est à l'intérieur, ou en tout cas quand on est dans la salle à manger, par exemple, qu'est-ce qu'on a envie de voir comme vue? Et en fait, la cliente, à un moment donné, elle était debout, donc voilà, quand le projet n'avait pas du tout commencé, mais elle était debout contre ce mur, là où il y a la banquette. Et on s'est dit, là, la vue est jolie aussi, en fait. Donc, c'est aussi l'orientation. Je sais pas comment expliquer, mais voilà, c'est l'orientation. Quand on est assise, effectivement, sur la banquette, on a vraiment quasiment un 360, en tout cas un 180 vision globale de ce qu'il y a. Donc, voilà, c'était aussi un paramètre qui est rentré en ligne de compte pour valider le fait que ce soit une banquette. Vous avez recouvert d'un tissu particulier? Joker. Je sais pas, c'est la cliente qui a choisi. C'est la cliente qui a choisi son tissu. C'était pour savoir s'il fallait un tissu un peu particulier quand on est autour d'une table. Ouais. Ça, pour les tissus, nous, on se fait accompagner d'une tapissière, en fait. Donc, en fonction du projet, on lui montre le dossier de conception, elle va sur place. Et après, en fonction de l'emplacement, donc voilà, si c'est une banquette qui est destinée à être dans une salle à manger, ça ne sera pas le même tissu que si c'est pour recouvrir un salon dans une bibliothèque. Donc, elle nous apporte son conseil et après, elle nous propose des échantillons. Et en fonction, on valide avec le reste de l'esthétisme du projet. Et elle a fait les rideaux aussi? Ou est-ce qu'il y a des rideaux? Je visualise pas. Il n'y a pas de rideaux, non. Il n'y a pas de rideaux, donc ce sont des baies vitrées. Donc ça, c'est très moderne. Ils ont voulu garder tel quel. Exactement. En fait, les baies, elles vont de mur à mur quasiment. Donc, c'est vrai que... et de sol au plafond. Donc, voilà, on aurait pu mettre des stores, mais il n'y a pas de vis-à-vis. Il y a une énorme terrasse. Donc, en fait, le recul est nécessaire pour préserver l'intimité intérieure de l'appartement. Et de mémoire, il y avait des volets roulants. Donc, en fait, pour l'occultation de la nuit, il n'y avait pas de sujet. Et alors, dans le coin salon, il y a un verre qui est assez fort. Audacieux, je sais pas, c'est vous qui me dites. Assumé, ouais. C'est leur choix. Ouais, là il y a eu plusieurs tests. Vraiment l'enjeu c'était d'avoir de la couleur et on a fait plusieurs tests de peinture en cours de chantier. Donc on savait que ce mur allait être vert, mais on savait pas jusque où il allait être vert en fait. Et donc là on a fait, comme on le fait d'ailleurs sur chaque chantier, en fait des tests peinture en direct live, on va dire, pour voir aussi selon la luminosité, l'orientation. Et voilà, c'est ce verre-là qui a été retenu
commun accord sur le chantier. On a même posé la question à l'artisan qui était sur place. Bon, je pense que lui, il s'en fichait un petit peu, mais il a dit que c'était très bien, donc on a foncé là-dessus. Et vous travaillez toujours avec les mêmes marques de peinture ou c'est selon ce que veut le client, ou le client peut aussi avoir du goût, une idée par rapport à ça? En général, il nous envoie une image Pinterest en disant je veux exactement cette couleur, et on lui dit ça ne fonctionnera pas parce que on peut pas la trouver en fait. Une couleur, c'est comme disait France, il faut qu'on fasse des tests. Des fois on fait même des mélanges. Voilà. Donc en général, on essaie de quand même travailler avec des marques comme Ressources ou Blim, qui sont des professionnels aussi dans le secteur et qui ont des nuanciers assez larges, ce qui permet d'éviter quand même le côté mélange, parce qu'après quand on a un client qui nous appelle et qui nous dit je veux la même référence de tel projet, on ne sait pas la refaire en fait. Donc le sur-mesure c'est compliqué, mais voilà, la couleur c'est quelque chose qu'on aime beaucoup travailler, mais qui est hyper compliqué, parce que en fait en fonction de, même sur un mur, en fonction de l'heure de la journée, si on met du vert, il peut paraître plus bleu ou plus gris. Et donc, c'est là où c'est hyper important de pouvoir faire des tests et des échantillonnages. Donc, en général, on fait 3-4 tests. Mais voilà, on sait que dès le départ, on cherche un vert, par exemple. Et je vous ai pas demandé, au sol, il y a quoi? Du parquet? Au sol, c'est du parquet. Vous avez posé un parquet classique? En fait, là, pour le coup, c'était aussi le parquet du promoteur, donc, qui avait un catalogue. Et donc, on a juste donné un conseil là-dessus. Je crois qu'il avait, un panel de 5 ou 6 parquets. Et donc, en fonction, nous, derrière du chêne, des façades, Ah oui, vous pouviez quand même donner votre point de vue au promoteur. C'est pas toujours le cas, mais là, dans ce projet, ça a été le cas. Donc, parce que des fois, il y a sur une VFA, le promoteur laisse aussi, le client peut dire, moi je prends pas le parquet, je vais prendre le mien. Et donc là, clairement, on choisit le parquet avec le client. Et des fois, c'est dans un catalogue qui est imposé. Et donc nous, on prend le moins pire. On prend celui qui s'adapte le mieux au projet quand même. Donc et à ce qu'on veut en faire. Oui, ok. On peut passer, donc ensuite il y a 3 chambres, c'est ça? Ouais. Tout à fait. Donc, et 2 salles de bain. Exactement. Donc on va dans l'une. Alors quand il y a quoi? Il y a un couloir? Ouais. En fait, c'est ça, c'est vraiment délimité en 2 zones. En fait, il y a la chambre parentale et après il y a 2 chambres enfants. Donc on peut aller où? Dans la chambre parentale? Oui. Chambre parentale. Donc voilà, là du coup quand on rentre, la chambre parentale est isolée, et là pour le coup, alors en termes d'agencement, on n'avait vraiment pas le choix. Le lit rentrait pile poil à un endroit et on n'a pas du coup pu proposer d'autres configurations aux clients en termes, on va dire, d'agencement. Mais du coup, l'idée était également la même chose, de travailler la couleur. Donc là, ce qu'on a juste rajouté, c'est une tête de lit sur mesure, qui est donc un petit peu avec un relief, avec des courbes pour justement rajouter de la matière. Et donc, on a aussi, bien évidemment, peint les murs en vert, pour le coup. Mais c'est vrai qu'on n'avait aucune flexibilité sur l'agencement dans cette pièce-là. Ah oui. Et il y a un dressing dans leur chambre? Des placards? Oui, tout à fait. Il n'y a pas de dressing, mais tous les rangements sont dans leur chambre directement. Oui, exactement. Il n'y a pas de pièce à part, on va dire. C'était vraiment intégré dans la chambre. Tu passes par le dressing quand même. C'est une sorte de petite pièce quand même de dressing. Non, parce que si c'était une petite pièce, il y aurait une autre porte. Oui, il n'y a pas de porte. Du coup, c'est intégré dans la chambre. Ah oui, non, mais c'est intéressant. Ça, on ne peut pas dire dressing si c'est dans la même pièce. C'est un coin. Pour moi, c'est un coin, des placards, mais... Ok. Et alors, on clarifie là. On n'est pas d'accord sur le sujet. Il va y avoir un petit sujet. Et les placards, rien à signaler, c'est du sur-mesure, pareil. Ouais, complètement sur mesure. Et puis après, il y a un dessin qui est fait à chaque fois pour l'agencement intérieur, entre est-ce que le client préfère plier ses vêtements, auquel cas on prévoit le nombre de tablettes nécessaires, est-ce qu'on met des tiroirs intérieurs, est-ce que les tiroirs sont à l'extérieur, le mètre linéaire de tringles pour les penderies. Voilà, donc ça, tout ça aussi est anticipé en phase de conception. Après, le menuisier, il a juste à venir et à installer. Ouais. Et donc ensuite, il y a 2 chambres enfants qui, j'ai l'impression, ont à peu près le même modèle, avec une espèce de, c'est pas du tout négatif, mais comme une tête de lit avec un coin bureau et un coin bibliothèque à chaque fois.
Tout à fait. Là, les chambres enfants, pour le coup, donc c'est une fille et un garçon, mais on était traités avec le même cahier des charges. C'était de réussir à avoir bien évidemment le coin bureau, l'espace bibliothèque, parce qu'il y avait beaucoup de livres. Il y avait aussi donc l'espace rangement, donc les placards fermés. Et par anticipation aussi, les clients souhaitaient déjà d'avoir un lit double, en fait, parce que voilà, les chambres, en fait, c'était assez petites. Elles faisaient juste 9 mètres carrés chacune. Mais donc être sûr qu'il y ait toutes les fonctions et tout le confort, on va dire, donc voilà, avec ce que je viens de dire, pour que les enfants puissent, soient pas bloqués quand il faudra changer de lit, en tout cas pour qu'ils puissent vivre leur vie d'ado dans leur chambre. Et ce sont les enfants qui ont choisi les couleurs ou c'est vous qui... Ils ont choisi le papier peint, mais on avait déjà présélectionné des choses. Ah ouais, et alors c'était quoi comme papier peint? On est parti sur des papiers peints de chez Bilboquet. Voilà, donc il y a un motif un peu plus léopard dans une des chambres et dans l'autre chambre des rayures. Et après, l'objectif, ça a été d'accorder la peinture au papier peint. Donc on a d'abord choisi le papier peint. On leur a fait des propositions entre A, B ou C. Et après, on a accordé la peinture en fonction du choix du papier peint. Ah oui, et ça, c'était compliqué ? Non, ça, après, avec les nuanciers, on arrive... pareil, on fait quand même un test avant, mais ça, c'est ce qu'on préfère même. Ah ouais, et au sol, dans les chambres, il y a quoi ? Du parquet. Pareil, ouais, le même parquet du promoteur. Ouais. Ok. Et ils ont des rangements aussi, des placards ? Oui, tout à fait sur le côté, en fait, quand on entre. Voilà. En fait, les chambres, elles sont vraiment... c'est un copier-coller en symétrie. Et ouais, c'est intéressant parce que c'était vraiment le cahier des charges du client, c'était de faire la même chambre, mais avec des Ils ont styles à peu près différents. le même âge, les deux enfants ? Je crois qu'ils ont 2 ou 3 ans d'écart. Oui, ok. Et donc 2 salles de bain, j'imagine une salle de bain pour les enfants, une salle de bain pour les parents ? Oui, tout à fait. En fait, par rapport à l'implantation du plan, alors malheureusement, la salle de bain parentale n'est pas proche de la chambre parentale. Mais effectivement, il y a une salle de bain parents et une salle de bain enfants. Alors pour le coup, à la base, on ne devait pas du tout toucher aux salles de bain parce qu'elles étaient neuves et terminées. Mais juste, il y a eu un petit ajustement en cours de chantier. C'est quand la cliente s'est posé la question, du coup, il y avait un emplacement qui était prévu pour la machine à laver, mais en fait, c'était pas du tout intégré. Donc, quand elle a vu les salles de bain, la salle de bain où c'était prévu qu'il y ait l'emplacement de la machine à laver, c'est là où on a rajouté. Donc, on a réouvert un tout petit volet de conception en cours de chantier pour justement retraiter le meuble vasque avec l'intégration du lave-linge pour que ce soit beaucoup plus esthétique. Donc voilà, on n'allait pas tout casser parce que voilà, c'était neuf, c'était en bon état, mais il a fallu juste rajouter un petit sujet là-dessus pour que ce soit mieux intégré. Donc la machine à laver est dans la salle de bain ? Tout à fait. Ok. Exactement. Et donc là, on a travaillé avec des façades de chez Beauclip qui sont en lac rose. Donc voilà, parce que le meuble vasque avant était blanc, celui qui était livré. Donc la cliente a dit, voilà, on continue dans la logique des couleurs. Ah ouais, c'est joli rose, ceci dit. Ah, moi, j'adore, franchement. Et au mur, qu'est-ce que c'est blanc ? Ouais, c'était très simple, voilà. On a juste ils sont roses aussi. C'est rose. Le mur au-dessus est rose. Ah oui, oui, effectivement, au-dessus il est rose. T'as raison. Ouais. Et la salle de bain des enfants ? La salle de bain des enfants, pour le coup, on n'y a pas touché. Par aussi souci économique, parce que voilà, pour le coup, le promoteur l'a livrée telle qu'elle, et donc elle n'était pas hyper... elle était fonctionnelle. Oui. Et puis on a préféré garder le budget aussi ailleurs pour faire plus de menuiserie sur mesure. Et donc ça a permis aussi de débloquer un budget supplémentaire pour le menuisier. Ok, donc est-ce qu'on a visité tout l'appartement ? On a oublié, je crois, les toilettes. Ah, il y a toujours un petit sujet toilettes, pardon. Parce que les toilettes sont exactement dans la même ligne directive de choix audacieux, de couleurs, de motifs. Ouais, et donc on a un sous-bassement qui est peint et en vert, et du coup on a un papier peint Vichy, voilà, ce qui lui donne un petit côté cottage classique. Trop sympa le Vichy, ouais. Très et sympa. Vichy de quelle couleur ? Vichy noir et blanc. Donc, voilà. Et plafond compris. Ah oui. Et il est de chez qui le papier peint ? Il est de chez Bilboquet aussi. Ah oui. Vous travaillez beaucoup avec. J'en venais un peu là aux marques. Vous avez des marques un peu partenaires ou référentes
ou vous changez selon les projets? C'est vrai qu'on change, on s'adapte aussi au goût du client. On n'a pas de fournisseur attitré, mais on a des marques un peu chouchou, comme pour les papiers peints, Bilboquet, Maison Jeannette. On travaille aussi avec un Anbo pour les panoramiques, Arte Wall. Voilà, donc on a des classiques qu'on aime beaucoup, qui on sait fonctionnent bien. Et après, toute la complexité du papier peint, c'est est-ce que je vais m'en lasser dans 5 ans? Donc, c'est le choix est difficile parce qu'il y a beaucoup de choix. Et après, il y a le critère intemporel qu'on essaie aussi de. Mais s'il est bien utilisé, s'il est bien maîtrisé, et qu'il y a un équilibre aussi avec la couleur des murs, en fait, on se lasse jamais d'un papier peint ou d'une couleur. On peut se lasser du blanc, mais on se lassera jamais d'un papier peint et d'une couleur si on a eu un coup de cœur. Et la robinetterie, c'est pas évident à trouver. Est-ce qu'il y avait un sujet robinetterie ou pas forcément? Alors, pour le coup, dans la cuisine, ils ont voulu partir sur du laiton brossé qui était assorti au poignet des façades. Voilà, et du coup, après, il faut faire attention. Alors, il y a plusieurs types de formes de robinet, soit le col de cygne, soit le bec un peu plus droit. Nous, on aime bien quand il y a des douchettes parce que c'est quand même pratique aussi, donc qu'elles soient intégrées sous plan ou directement dans le corps du robinet. Voilà, et puis là, du coup, la finition, c'était plutôt laiton. Ouais. Donc là, l'appartement est terminé. Est-ce que vous avez fait quelque chose dans l'appartement que vous ne referiez pas? Une erreur, par exemple, et on va se dire que le client n'écoute pas le podcast. Quelque chose que vous regrettez un petit peu? Moi, j'en ai une. C'est dans la chambre des enfants. Alors ça, c'était une demande du client parce que c'est le côté pratique. C'est les étagères ouvertes au-dessus du bureau. Alors autant dans la cuisine, ça fonctionne bien parce qu'on y met de la déco et voilà, ça vit pas trop, ça reste en l'état. Autant dans une chambre enfant, c'est souvent propice à je pose quelque chose, un livre, un objet, et en fait ça devient vite en bazar. Et c'est pas forcément, surtout du rangement bureau, c'est pas nécessaire que ça soit ouvert. Donc peut-être juste mettre 2 portes sur ces étagères et ça aurait été un petit peu mieux intégré. Mais voilà, le client voulait quelque chose de pratique, adapté à un enfant, donc. On y a répondu, mais peut-être pas super. Et qu'est-ce que vous avez le plus réussi et que vous trouvez vraiment canon dans cet appartement et qui pourrait vous servir de référence par rapport même? Moi, j'ai un petit coup de cœur pour le coup pour la cuisine, mais vraiment avec le bois lisse, le bois plissé. Je trouve qu'il y a une belle harmonie assez élégante en fait sur vraiment le choix des matériaux de la cuisine. Et moi, il y a une chose dont on n'a pas parlé et qui est pour le coup assez bien intégré, c'est en fait on a un petit meuble bas qui relie l'espace de la salle à manger et du salon, donc qui est de la même couleur que les murs, au-dessus duquel on a mis un miroir qui est assez peu profond, mais qui englobe l'angle saillant de la pièce. C'est le premier angle en fait qu'on voit quand on entre dans cette pièce, donc il y a un angle assez saillant. Et le fait comme ça d'avoir cassé cet angle avec une surépaisseur et un meuble bas, ça permet aussi d'arrondir un peu ce côté pointu sur lequel on tombe quand on entre dans la pièce. Et les luminaires, on n'en a pas parlé encore. Vous avez dans le salon, il y a des choses à préciser. Et est-ce qu'il y a des marques avec lesquelles vous aimez travailler aussi? Il y a 2 applis, alors j'ai plus qui ont été, il y a pas mal d'éléments qui ont été chinés en fait, donc du coup j'ai pas de marque en particulier, mais il y a Mais que vous avez chiné ou que eux ont chiné? Alors que eux ont chiné et en fait avant de les acheter, on est toujours consulté, soit c'est nous qui chinons et du coup on peut aussi faire des propositions aux clients et on mixe entre des choses chinées et des éléments du commerce standard. Mais là, pour le coup, c'est eux qui les avaient chinés. Et donc, j'ai pas forcément la ref. Oui, mais sinon, en termes de marque, on aime bien travailler, on va dire avec Nedgis, qui est assez large. On sait qu'on arrive à trouver. Puis après, on compose aussi en fonction du budget. On va peut-être favoriser
une belle suspension, un beau lustre, on va dire, à pièce de vie, et peut-être on fera une petite économie. Bon, souvent, c'est dans la chambre des enfants qu'il y a des économies qui sont faites, mais voilà, on essaye de jongler aussi pour équilibrer le budget, et donc voilà, quand même avoir un petit effet waouh sur les luminaires de temps en temps. C'est vrai que ça rajoute la petite touche finale pour la perception générale d'un intérieur. Et alors, quelle a été leur réaction quand ils ont découvert quand c'était terminé? Vous étiez avec eux? Sur la finition, on n'était pas... Est-ce qu'ils sont venus plusieurs fois, en fait, avant, au fur et à mesure? Les clients viennent quasiment toujours aux réunions de chantier. Enfin, peut-être pas à toutes les réunions, parce qu'on est là quand même pour assurer le suivi toutes les semaines. Et des fois, c'est un peu trop complexe pour eux de se libérer en journée. Aussi, ils ont des rythmes professionnels chargés. Mais donc, voilà, donc en fait, ils voient un petit peu, il n'y a pas de grosses surprises jusqu'au bout. On va dire la meilleure réaction qu'on ait, c'est souvent quand on va faire le shooting photo, où là ils nous disent ouais, je me sens super bien dans l'appartement, parce que c'est vrai que quand on est en phase de livraison ou de réception de chantier, on regarde que les défauts, que les choses qui sont à reprendre, donc voilà, c'est pas très sympa. Comment vous échangez avec les clients? Vous êtes plutôt c'est WhatsApp, ce sont des mails, ce sont des appels? Est-ce que vous avez une méthode par rapport à ça? J'ai l'impression que chacun a un petit peu des... Alors nous, en phase de conception, on a deux canaux différents, que ce soit la conception ou le chantier. En phase de conception, on a un logiciel qui s'appelle Mesetis. Et en fait, du coup, c'est vraiment c'est une plateforme d'échange par projet. Donc, il y a le client, l'entreprise et l'archi qui sont connectés. Donc, voilà, ce qui permet vraiment de synthétiser, de bien regrouper tous les documents liés au projet. Parce qu'en fait, sinon, avant, on se rendait compte que les clients, ils avaient 17 000 mails, ils ne retrouvaient plus le bon dossier qu'on avait envoyé, c'était compliqué. Et en fait, même avec cette application, en fait, ça permet aussi à ce que le client puisse annoter directement les plans. En fait, c'est une application qui a été faite par des architectes, en fait. Donc, elle fonctionne à merveille. Et donc, voilà, ça permet d'annoter directement les plans avec les retours souhaités. Donc, l'idée, c'était de simplifier clairement les échanges parce qu'on sait que les clients, ils n'ont pas non plus un temps extensible pour nous faire leur retour, par exemple, parce qu'ils ont plein de choses à côté dans leur vie pro, leur vie perso. Donc vraiment, pour la phase de conception, on est avec l'application Mesetis. Et après, pour le coup, quand on passe en phase chantier, là, on arrive sur un groupe WhatsApp, c'est un peu plus, on va dire, classique, mais qui est assez interactif aussi, justement, pour échanger. Et ce qui est important dans un projet, après, quelle que soit l'étape du projet aussi, c'est une bonne communication avec nos clients, voilà, que le client sache ce qui se passe, qu'ils soient informés aussi, qu'ils ne soient pas dans le flou. Donc ça, c'est hyper important pour nous, voilà, de donner les bonnes infos. Après, pour info, il y a aussi un autre groupe WhatsApp parallèle. Ça, c'est le groupe juste Archi Entreprise. Mais en fait, c'est pas pour cacher les choses aux clients, c'est justement parce qu'il y a quelquefois des questions qui sont très simples et ça sert à rien non plus de spammer les échanges. Donc nous aussi, c'est notre rôle d'être dans les coulisses à certains moments pour gérer les petites choses qui n'ont aucun impact sur le projet, mais pour faire en sorte, pour le coup, que le client ce soit une bonne expérience, que ce soit agréable. Et puis même, c'est déjà arrivé, quelquefois, le client dise « mais c'est fou comme le chantier s'est bien passé. » Il l'a pas vu. Il l'a pas vu. Alors c'est génial, hein, du coup, effectivement. Bon, du coup, mais voilà, on a géré dans les coulisses les aléas parce que sur un chantier, il y a toujours des aléas, des petits ou des plus importants. Mais voilà, c'est pas parce qu'il y a des plans qu'il n'y aura pas d'aléas sur un chantier. C'est pas justement parce qu'il y a un archi qu'il n'y aura pas d'aléas. Au contraire, l'archi sur un chantier, ça sert à gérer les aléas pour que le client arrive à survivre. Et de ce que j'ai compris, vous êtes une équipe maintenant, mais vous gérez quand même tout cet opérationnel-là. En fait, on n'est pas sur chaque visite de chantier. Évidemment, on sait ce qui se passe parce qu'on a des points hebdomadaires avec tous nos chefs de projet et du coup, ça permet est-ce que ce projet-là se passe bien et est-ce qu'il a risque? Si oui, comment anticiper pour que justement on puisse éviter le problème? Mais on passe régulièrement sur les chantiers, les gros chantiers. Enfin, quand il y a en fait, on sait ce qu'on dit un peu aux clients. Vous nous verrez si vraiment, et vous saurez qu'on est venu sur le chantier si vraiment il y a un problème chez vous. Quand on passe, c'est plutôt de manière discrète pour justement conforter pour savoir ce qui se passe, effectivement, exactement. Parce que nous, on peut pas être partout à la fois si on veut faire les choses bien, mais en fait, nous, on adore savoir ce qui se passe et aussi d'avoir un échange aussi. Le client, quand on a parlé au début avec lui, c'est important, il y a un lien qui se crée aussi. Mais après, on a aussi de la chance d'avoir une super équipe et ça, c'est hyper important pour nous et voilà, on a
Donc, il y a une majorité de filles, mais il y a quand même un garçon dans tout ça. Mais on a une super équipe et on a de la chance aussi de les avoir parce que et je pense qu'ils sont contents d'être là aussi. Là, vous fêtez vos 10 ans, vous m'avez dit, donc joyeux anniversaire. Quel regard là vous avez sur votre profession et le marché en ce moment? Comment ça va pour vous? Honnêtement, nous, ça va bien. On a même quelquefois, il y a des clients qui souhaitent commencer un projet et on doit plutôt jongler avec les agendas pour pouvoir être réactif. Donc, c'est honnêtement, franchement... Quel regard vous avez sur vos 10 ans, là? Et quand on fait la rétrospective, on revient de loin. On est retombé sur une photo de nous deux. France, elle va pas être contente que je raconte cette anecdote. Il y a 10 ans tout pile, jour pour jour. Il y a 3 semaines. Et c'est vrai que Studio Castille, c'est pas monté d'un coup. On s'est pas dit en sortant d'école, toutes les deux, tiens, on va s'installer, on va monter une agence. En fait, on a Studio Castille, c'est comme mûri aussi nos expériences déjà nous en agence en tant que chef de projet. Donc voilà, on sait on ne fait pas ce qu'on n'aimait pas faire aux autres. Et puis aussi, elle s'est nourrie des expériences, des rencontres qu'on a faites, que ce soit avec les artisans, avec les partenaires. Et puis avec nos clients, voilà, des expériences de chantier. On a essuyé quelques erreurs qu'on ne fera plus et qu'on ne fait plus, et on en fera encore peut-être. Mais voilà, du coup, c'est vrai que ça fait, en fait, ça fait 10 ans, mais ça paraît loin comme ça paraît long, mais en fait, ça s'est fait au fur et à mesure. Donc chaque semaine, il se passe quelque chose. Chaque semaine, on se dit tiens, on va essayer ça. Et puis est-ce que ça fonctionne? Si ça fonctionne pas, on arrête, on se remet en question. Voilà, on n'hésite pas non plus à tester des choses, à essuyer des échecs. Et puis des fois, ça fait des bonnes surprises, ça marche, quoi. Donc, qu'est-ce que vous appelez essuyer un échec, par exemple? Non, mais des petits, ça peut être des petits échecs, plutôt des aléas chantier, ou ce genre de choses, ou des choses auxquelles on n'aurait pas pensé en fait, et on se retrouve dans le chantier, on se dit mince, pourquoi on n'a pas pensé à ça, et voilà, quand on le voit, ça paraît bête, mais c'est des choses, c'est plutôt ce genre d'échec, effectivement. C'est pas des énormes d'échecs, mais on n'a aucun immeuble qui s'est effondré. Bien. Ouais. Et puis au-delà de ça, on boit beaucoup de café aussi entre deux. C'est vrai qu'il y a beaucoup de choses. Enfin, l'agence s'est construite aussi au fur et à mesure en buvant des cafés. Puis on se dit tiens, on a une idée. Et si on faisait ça, et si on faisait ça. Et donc ça, c'est vrai que on a d'ailleurs créé l'agence en fait en terrasse de café dans le 11e arrondissement. Et on a dit si on s'associait. Vous vous êtes rencontrés à l'école? À l'école d'architecture de Lille, sur les bancs de l'école, le premier jour ou la première semaine, en se disant je suis toute seule, et toi, moi aussi. Est-ce qu'on serait pas copines? Donc on a déjà commencé par être copines, et puis ensuite on s'est retrouvés quelques années après. Toi, ça n'allait pas forcément dans l'agence où tu étais, et moi j'avais pas forcément non plus d'ambition professionnelle très vaste. Donc France s'est mis auto-entrepreneur et m'a dit c'est hyper simple. Donc on a commencé auto-entrepreneur, et après on a créé Studio Castille il y a 10 ans. Et comment on passe de copine à associée, je dirais? Là, pour le coup, ça s'est fait sans préméditation, en fait. Ça s'est fait de toute façon totalement spontanée, en fait. En fait, on fonctionne un peu comme un couple aussi. Et ça marche bien, en fait. Ça s'est fait vraiment progressivement. Donc, voilà, on s'est toujours dit les choses. On ne s'est jamais disputé, pour le coup. Mais voilà, quand on n'est pas toujours d'accord, bien évidemment, et heureusement d'ailleurs qu'on n'a pas toujours le même avis, parce qu'on est vraiment bien complémentaires, Mathilde et moi. En fait, on a souvent le même objectif, mais on a juste 2 manières différentes d'y accéder, juste avec 2 chemins. Moi, je pense que je comprends pas le chemin de Mathilde, elle comprend pas la manière dont j'ai raisonné, mais en fait, le résultat est le même, et c'est vrai que ça permet vraiment d'avoir une vision assez large sur la manière d'aborder tel ou tel sujet, ou de prendre telle ou telle décision. Et après, sur la gestion d'un projet, par exemple, on s'équilibre beaucoup. France, elle est plus technique, donc elle voit le côté très rationnel des choses. Typiquement, est-ce que la vaisselle va s'évacuer? Merci de me résumer qu'à l'évacuation de la vaisselle. Je t'ai cité. et moi, je vais être plus sur... typiquement, en fait, France, elle adore faire les plans électriques.
Et moi, je vois les luminaires avant de faire le plan électrique. Donc, en fait, je mets une suspension parce que j'ai la référence de la suspension dans une pièce. France, elle va mettre la suspension avec l'interrupteur et des appliques et une prise commandée. Mais moi, ce qui serait important, c'est de savoir quelle est la référence du luminaire qu'on va mettre. Donc, voilà. Ok, bon, on pourrait continuer, mais il faut qu'on aille chercher nos enfants à l'école. Donc, c'est la fin de ce podcast. Merci beaucoup d'avoir partagé tous ces petits conseils et votre savoir-faire. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Au revoir. Décodeur, c'est terminé pour aujourd'hui. Merci beaucoup d'avoir écouté en entier. Si vous avez aimé, n'oubliez surtout pas de vous abonner au podcast pour ne pas rater les prochains épisodes et retrouver tous ceux qui ont déjà été enregistrés. N'hésitez pas non plus à le partager en l'envoyant à vos proches qui pourraient être intéressés ou en story Instagram. D'ailleurs, on peut se retrouver sur le compte Décodeur où je poste très régulièrement. Et si jamais vous avez 15 secondes, n'oubliez pas de laisser 5 étoiles ou un avis. C'est juste sous la liste des épisodes. Non seulement ça me fait très plaisir, évidemment, mais dans la jungle des podcasts, plus on a de notes, plus on se fait remarquer, ce qui est très important pour moi. Voilà, merci beaucoup et à très bientôt alors, ici ou ailleurs.